Vous écoutez Marilyn Monroe, la célébrité à tout prix, épisode 2, deuxième partie. Natasha Lytess se plaint auprès de Johnny Hyde que Marilyn enchaîne des rôles mineurs et décevants où elle n'est qu'un simple faire-valoir féminin. Amante séduisante dans Les Rois de la piste, secrétaire pulpeuse dans Hometown Story, escort girl légère dans Tourment. Puis, grâce à Johnny, Marilyn rejoint le casting 5 étoiles d'un film où elle doit interpréter une actrice débutante et sans talent. Mais sa performance, travaillée avec Natasha, est si convaincante que sur le plateau, on se demande si elle joue son propre rôle. Bien qu'elle s'applique à la tâche, Marilyn entend Bette Davis dire qu'elle joue comme un pied. Déstabilisée, elle perd ses moyens et doit refaire 10 prises de sa scène la plus facile. Le tournage à peine terminé, Johnny Hyde lui annonce qu'il vient de quitter sa femme et lui propose d'emménager chez lui. Natasha s'y oppose, mais Marilyn accepte quand même. À la sortie du film Tourment, Johnny constate sur grand écran que le profil de sa starlette n'est pas symétrique. Il finance alors une opération pour affiner l'extrémité de son nez et renforcer son menton. Souffrant de problèmes cardiaques, Johnny s'inquiète pour l'avenir de sa protégée. Il se bat pour lui décrocher un contrat de 7 ans à la 20th Century Fox et lui propose même de l'épouser pour qu'elle hérite de sa fortune. Mais elle refuse. Si Natasha et Johnny font de bons parents de substitution, Marilyn nourrit toujours l'espoir d'avoir une relation avec ses parents biologiques qui sont toujours en vie. Elle se décide donc à contacter son père, Stanley Gifford, l'ancien patron de sa mère, résidant désormais près de Palm Springs. Elle était vraiment à la recherche d'un père. Et Johnny Hyde a rempli ce rôle à la perfection. Elle n'était pas tout à fait amoureuse de lui, mais elle lui était extrêmement attachée. Sondra Ferrell, amie de Marilyn. C'était son sauveur en quelque sorte. Elle avait entièrement confiance en lui. Et il a fait beaucoup pour elle. Il est mort jeune d'une crise cardiaque. Et ça a été une vraie tragédie pour Marilyn. Johnny décède le 18 décembre 1950, à tout juste 55 ans. Croyant sa carrière à Hollywood terminée sans lui, Marilyn, en pleine dépression, retourne vivre chez Natasha Lytess. Puis, la veille de Noël, la coach décide d'interrompre subitement son travail au studio de la Columbia. En janvier 1951, Marilyn est de retour à la Fox pour discuter du contrat négocié par Johnny avant sa mort. Mais Daryl Zanuck rechigne à embaucher Natasha Lytess comme coach personnel. Marilyn, du haut de ses 25 ans, est selon lui trop âgée pour une starlette et il a l'intention de se séparer d'elle. Si bien qu'en mars, rien n'est encore signé. La carrière de la jeune femme est en danger. Alors, à l'occasion d'une fête réunissant le réseau de la Fox, Marilyn, resplendissante, fait une entrée très remarquée. Et lorsqu'on lui demande dans quel film on pourra bientôt la voir, Marilyn répond d'un air innocent « Il faudra que vous le demandiez à messieurs Zanuck et Skouras. » Ébloui, Spiros Skouras, patron du groupe et ami de la mafia, l'invite à la table des dirigeants, en compagnie de Joseph Schenck et Daryl Zanuck. Celui-ci envoie un message clair à Zanuck, qui est contraint de lui proposer un contrat à long terme. Mais il commence par lui confier des rôles de bimbo, comme dans Nid d'amour et Chérie, divorçons. Pour éviter d'être cataloguée, Marilyn entreprend une formation avec l'acteur russe Mikhail Tchekhov, adepte de la méthode Stanislavski. Elle prend confiance et parvient à livrer une interprétation convaincante pour son prochain rôle d'employé d'usine au caractère farouche. Durant le tournage, Marilyn apprend que l'un de ses clichés de nu figurera dans un calendrier de pin-up qui sera bientôt mis en vente dans tout le pays. La publication d'une telle photo pourrait stopper net sa carrière. D'autant que son modèle, Lily Saint-Cyr, en spectacle au cabaret Cirrhose, vient d'être arrêtée, accusée d'attentat à la pudeur.
À moitié en pleurs, elle m'a avoué avoir fait quelque chose d'embarrassant, posé nu. Bill Purcell, ami de Las Vegas. Tu veux parler des photos pour le calendrier ? Lui ai-je demandé. Elle a acquiescé. Je les ai vues, ça n'a rien de pornographique. Elles sont même de très bon goût. Elle m'a regardé en clignant un peu des yeux et m'a demandé si j'étais vraiment sincère. Ma réponse allait de soi, mais je lui ai quand même conseillé de ne pas en faire une habitude. Craignant malgré tout pour sa carrière, Marilyn s'en remet à son ami journaliste Sidney Skolsky, l'implorant de trouver une parade. Sidney Skolsky savait que poser nu pour un calendrier pouvait détruire une carrière. Carl Rollinson, professeur de journalisme. Il a quasiment lancé une campagne pour promouvoir une image sympathique de Marilyn. Plusieurs articles ont été publiés pour amortir l'onde de choc que le calendrier allait provoquer. Mais Lily Saint-Cyr obtient gain de cause au tribunal, les juges ayant reconnu la valeur artistique de son spectacle d'effeuillage. Convaincue que cela pourrait jouer en sa faveur, Marilyn se met à distribuer ses calendriers aux journalistes qui viennent la voir à la RKO. Au lieu de laisser l'affaire tourner au scandale, elle présente ses photos comme répondant aux besoins d'une jeune femme innocente, forcée de poser nue pour pouvoir se nourrir. Le choix d'un photographe marié, assisté par sa propre épouse, atteste de la sincérité de sa démarche. Un peu comme si celle-ci avait été chaperonnée. Début 1952, Skouras prend le pas sur Zanuck et confie à Marilyn le rôle principal d'un film noir. Elle joue la babysitter psychotique d'une enfant de 10 ans, interprétée par Donna Corcoran. Mais le rôle s'avère particulièrement douloureux pour Marilyn, ravivant le souvenir des troubles mentaux de sa mère et de sa grand-mère. Marilyn était adorable avec moi. J'étais la seule enfant sur le tournage. Elle me tenait la main, on se baladait sur le plateau et on faisait des jeux ensemble. C'était un ange. Donna Corcoran, actrice. Natasha se postait à moins d'1 mètre de la caméra et Marilyn ne faisait rien sans elle. Natasha n'avait pas un regard pour moi. On la sentait concentrée sur une seule chose, dire à Marilyn comment jouer, parler et penser, mais aussi comment entrer et où se tenir. Avant chacune des prises, elle les lui montrait. Conserver l'intensité dramatique du jeu était très difficile pour nous dans ces conditions, notamment quand elle devait m'intimider, me donner des ordres ou me punir. Elle était censée être menaçante et Bunny était censée être complètement effrayée. De toute évidence, Marilyn se reposait complètement sur elle. Mais selon moi, Natasha la contrôlait, voire la manipulait plus ou moins. Si bien que j'en suis arrivée à vouloir la protéger, comme si c'était elle, en fait, la petite fille. Un fossé se creuse entre l'image que Marilyn renvoie au public et la petite fille craintive qu'elle reste encore au fond d'elle-même. À l'occasion d'une fête organisée par la fille du réalisateur Hugh Herbert, elle s'enferme, effrayée, dans la salle de bain. Elle était assise dans un coin et je lui ai dit « On t'attend tous !» Justement, je n'ai pas envie qu'on me regarde nager dans la piscine. Je ne suis pas à l'aise quand tout le monde me regarde comme si j'étais en vitrine. Je me souviens de ces mots précis. J'ai tenté de la sermonner, lui rappelant qu'il s'agissait juste d'une fête avec une bande d'idiots, qu'elle pouvait sortir, se détendre, être elle-même. Je lui ai dit « Ce n'est pas la peine de jouer les stars de cinéma. » D'accord. Peut-être que c'est pour ça qu'ils veulent tous te voir. Cette capacité à se métamorphoser était fascinante chez Marilyn. Je l'ai observée à plusieurs reprises, quand elle devait renoncer à se comporter comme une gamine, une enfant. Dès qu'elle sentait les regards se porter sur elle, qu'on attendait d'elle qu'elle devienne Marilyn Monroe, la star montante,
Elle changeait du tout au tout. C'est alors qu'une petite pointe d'agacement se manifestait chaque fois qu'elle devait cesser d'être l'enfant pour devenir la star de cinéma. Le photographe Philippe Halsman ne s'attend pas à voir débarquer une gamine pareille. Tout le pays ne parle plus que du calendrier de nu. Alors, Life Magazine décide de faire un dossier spécial. Halsman, émerveillé, la voit se transformer sous ses yeux lors de la séance photo. Mais la mère de Marilyn tombe sur l'article, qui lui apprend que sa fille a posé nue. Furieuse, elle n'hésite pas à lui faire part de sa désapprobation. Marilyn décroche ensuite le rôle d'une secrétaire sexy dans une comédie avec Cary Grant. Le charme, l'innocence et l'humour qu'elle parvient à faire émerger dessinent les contours du personnage qu'elle est en train de créer. La crise d'appendicite dont souffre Marilyn la gêne de plus en plus dans son jeu. Howard Hawks va jusqu'à envisager de remplacer la jeune actrice. Mais le lendemain, elle se présente sur le plateau accompagnée du champion de baseball Joe DiMaggio, qui se trouve être l'idole de Cary Grant. Celui-ci convainc Hawks de la garder dans le film. La presse a mis en avant sa romance avec Joe DiMaggio. Lois Banner, biographe. Leur relation commençait tout juste. Mais la rendre publique a fait rejaillir sur elle sa réputation d'homme vertueux. Une vertu toute relative, puisqu'il fréquentait la mafia et couchait à droite à gauche. Mais ça, personne ne l'a ébruité. Le studio devait aussi veiller à la décence vestimentaire de Marilyn, afin d'éviter toute censure de la Ligue pour la vertu. Pendant le tournage, Marilyn est admise d'urgence à l'hôpital. Durant sa convalescence, elle reçoit la visite surprise de son père biologique, Stanley Gifford, et constate qu'ils ont effectivement les mêmes oreilles. Elle se réjouit d'abord d'apprendre qu'il suit sa carrière dans les médias. Mais elle comprend ensuite qu'il n'a pas l'intention de lui présenter sa famille, n'assumant pas d'avoir une fille naturelle. Profondément blessée, elle demande à William Travilla, créateur de costumes de la Fox, de lui confectionner une robe échancrée allant à l'encontre des consignes du studio pour son apparition au défilé du concours de Miss America à Atlantic City. Inconsciemment, elle cherchait à rejouer la petite fille innocente qu'elle avait été avant son agression sexuelle, essayant d'amener les gens à l'aimer d'une autre façon. Anne Bering, psychologue. Mais pas comme son agresseur, qui lui était à l'opposé de l'amour. Cette blessure l'a comme programmée d'un point de vue érotique. D'ailleurs, c'est bien de cette façon qu'elle se montrait au monde, comme un objet sexuel. Impressionné par ses dernières interprétations, Daryl Zanuck confie à Marilyn le rôle principal d'un thriller tourné aux chutes du Niagara. Elle joue une femme dangereuse qui commandite l'assassinat de son mari. Marilyn parachève la transformation de son visage avec son maquilleur, Alan Whitey Snyder. Mon père a mis un point d'honneur à perfectionner sa création. Elle était destinée à devenir un sex symbole et il a voulu lui donner un look bien à elle. Cheryl Snyder, fille d'Alan Whitey Snyder. Elle était blonde, certes, mais totalement différente d'une Jean Harlow aux sourcils fins comme un coup de crayon. Il a mis en avant ses traits avantageux pour lui redonner confiance en elle et qu'elle se sente à l'aise face à une Bette Davis ou à toute autre actrice à laquelle elle pourrait être amenée à se confronter. En proie au doute, Marilyn téléphone à Grace en Californie, qui l'encourage à pousser sa sensualité encore plus loin que Jean Harlow. Ce conseil porte ses fruits. Le réalisateur Henry Hathaway, rassuré par le jeu de son actrice principale, lui donne davantage de latitude. Elle va jusqu'à demander de jouer nue la scène du lit et celle de la douche. Pour cette dernière, Hathaway rappelle sans cesse à Marilyn de ne pas trop se rapprocher du rideau, ce qui dévoilerait sa nudité et exposerait le film à la censure. Depuis la fin des années 40, Marilyn prend des cours de pantomime avec Lotte Goslar,
qui l'aide à présent à adopter le langage corporel d'une femme fatale. Lotte Goslar, avec qui Marilyn prenait des cours, disait qu'elle était particulièrement douée pour le mime. Elle lui donnait aussi des conseils pour chacun des rôles qu'elle incarnait à l'écran. Lotte Goslar aide notamment Marilyn à corriger sa démarche maladroite, conséquence du rachitisme dont elle a souffert étant enfant, en créant le fameux déhanchement qui fascinera le monde entier. Marilyn avait une hyperlaxité des genoux qui la faisait se balancer en marchant. Loïs Banner, biographe. Lotte Goslar l'a aidé à transformer cette démarche chaloupée en un léger et sensuel déhanchement. La fameuse démarche à la Marilyn Monroe. L'astuce est de marcher comme sur une corde raide, en plaçant un pied directement devant l'autre. Film après film, Daryl Zanuck ne peut plus ignorer que sa recrue fascine l'Amérique. Elle reçoit déjà davantage de lettres de fans et d'admirateurs que Betty Grable et d'autres stars réunies. Skouras n'a peut-être pas tort lorsqu'il suggère de lui confier le rôle principal du film « Les hommes préfèrent les blondes » où son talent atteint de nouveaux sommets. Pour faire rire, elle se servait de ses peurs et de ses doutes. Jerry Lewis, acteur. Mais comme sa vie en était littéralement pétrie, cette sensibilité exacerbée finissait par la refermer sur elle-même. Son talent comique est extraordinaire. John Strasberg, coach d'acteur, fils de Lee et Paula Strasberg. Son incarnation du personnage de la blonde idiote est devenue une référence. C'est aussi pour ça qu'on continue à l'adorer. Bees don't buzz, fish don't bite, clock won't strike, a match won't light. Pour Marilyn comme pour Jane Russell, les nombreuses scènes chantées et dansées du film constituent un vrai défi. Elle s'entraîne donc avec les plus grands spécialistes, le coach musical Al Schaeffer et le chorégraphe Jack Cole. Inquiète de ne pas être à la hauteur, Marilyn se fait prescrire des amphétamines qu'elle partage avec Jack Cole pour tenir le rythme durant leurs répétitions nocturnes. Pour le numéro de danse le plus complexe, William Travilla lui crée une tenue moulante, sertie de centaines de diamants masquant les endroits sensibles. Mais, à l'occasion du premier essai costume, Daryl Zanuck s'inquiète et demande à Travilla de concevoir une robe plus couvrante, qui ne montre pas un seul centimètre des cuisses de l'actrice. En quelques jours, le costumier crée la célèbre robe bustier rose, qui restreint pourtant Marilyn dans ses mouvements. C'était une artiste sérieuse. Après chaque prise, si pour une raison quelconque, on devait s'interrompre, elle ne retournait pas à sa loge. George Shakiri, danseur du film Les hommes préfèrent les blondes. Elle ne se regardait pas dans le miroir. Elle revenait directement à sa position de départ pour la prise suivante. Parfois, je voyais les muscles de son dos se tendre un peu, exposant sa nervosité. Ça montre aussi à quel point elle voulait bien faire. Elle restait très concentrée sur son travail et s'y consacrait pleinement. Mais c'est pour ça que le résultat final est si bluffant, car ça vient du plus profond de son être. Marilyn Monroe, dans cette robe rose, n'était peut-être pas une danseuse de formation, mais elle avait un talent naturel. Et sa performance n'a pas pris une ride. Elle utilisait tout son corps. Elle ne se contentait pas de bouger une épaule. Le mouvement démarrait dans les pieds. Et c'est ce qui rendait le moindre de ses gestes si fluide, si expressif. En février 1953, Marilyn obtient la reconnaissance dont elle rêve depuis longtemps. Elle est élue étoile montante aux Photoplay Awards de 1952 où, ignorant les avertissements de William Travilla, elle fait sensation en apparaissant nue sous une robe lamée or, dont la matière est aussi fine que du papier. Quelques jours plus tard, elle reçoit le prix de la jeune actrice préférée du public, décerné par Dean Martin et Jerry Lewis lors des Red Book Awards. Enfin, en mars, Lauren Bacall lui remet le prix de la révélation de l'année pour le magazine Look. Pour fêter ses récompenses, Marilyn décide de célébrer son 27e anniversaire avec la femme sans laquelle rien de tout cela n'aurait été possible, sa tante Grace. Mais elle découvre que celle-ci est rongée par un cancer
Marilyn appelle sa mère au sanatorium où elle séjourne, espérant trouver auprès d'elle quelque réconfort. Sa déconvenue est donc immense lorsque Gladys lui répond d'une voix froide qu'elle ne se souvient pas de l'avoir mise au monde. Quelques semaines plus tard, Marilyn et Jane Russell sont invitées à une cérémonie spéciale à la célèbre salle de cinéma Grauman. En enfonçant ses mains dans le ciment humide, comme ses idoles avant elle, Marilyn immortalise son incroyable réussite. La jeune Norma Jean, abusée, moquée et exploitée, la pin-up ridiculisée, montre enfin au monde qu'elle est devenue Marilyn Monroe, une actrice adulée aux multiples facettes. Mais si ces 2 derniers films ont été acclamés dans le monde entier, ce succès et l'adoration du public ne comblent pas le vide qu'elle ressent. Elle souffre encore d'avoir été rejetée par ses 2 parents, se sent abandonnée par une Grèce mourante et éprouve toujours cette culpabilité qui la mine au plus profond d'elle-même. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Marilyn Monroe, la célébrité à tout prix, est un podcast coproduit par Initial Studio et French Connection Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, écrite et réalisée par Yann Hers. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassin. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.